La dette était à 10 millions d'euros. Quand le fonds arrive, ça explose à 700 millions d'euros, la dette. Donc on est passé de 10 à 700 millions d'euros. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Insoumission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la députée insoumise Aurélie Trouvé sur notre plateau. Aurélie, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Sylvain. Aurélie, tu es rapportrice de la commission d'enquête sur les fonds prédateurs et pendant 6 mois, tu as enquêté sur ces fonds qui pillent et ravagent nos entreprises, notre industrie, ces fonds qui ont été encouragés par les politiques macronistes, mais aussi avant sous le hollandisme, avec Macron comme ministre de l'économie. Comment ? Et ma première question, ce serait de savoir quel a été le point de départ de ta réflexion pour engager une commission d'enquête sur ces fonds prédateurs. 2 raisons. D'abord, le record de défaillance d'entreprises, la multiplication à vitesse grand V des plans de licenciement. Et on entend la droite, l'extrême droite dire « Ah, c'est les charges, c'est les normes », voire il y a le mode aussi « C'est la faute aux Chinois ». Et en fait... c'est la finance prédatrice qu'en est une raison majeure et personne, en tout cas très peu, sauf chez nous, le dit. Et par ailleurs, il y a eu fin de l'année 2025 une entreprise qui s'appelle Novasco, qui est une entreprise qui a fait le saut d'un four électrique, donc c'est de l'acier, et qui est plié, mangé par un fonds vautour, un fonds britannique qui s'appelle Greybull. Et là, il y a l'État qui fait semblant de faire quelque chose et qui dit « Ah, on va mener une action judiciaire contre Greybull, ce fonds vautour. » Mais enfin, pendant des mois, des années, en fait, l'État a versé je ne sais combien, des millions et des millions d'aides publiques à Novasco, alors que c'était déjà pillé par Greybull. Et Greybull n'a, pendant des mois et des années, pas respecté les engagements et l'argent public continuait à couler, quoi. Et donc, de là est partie l'idée d'aller enquêter, investiguer sur ces fonds prédateurs, sachant qu'il n'y avait jamais eu un travail parlementaire sur la question. Il y avait quelques journalistes, Mediapart, il y avait aussi une sociologue qui est d'ailleurs une des responsables de l'Institut de la Boétie, Marlène Banquet, qui a sorti un bouquin. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, c'est vraiment une donnée fondamentale du capitalisme financier d'aujourd'hui, particulièrement depuis la crise de 2008. À côté d'une finance bancaire à minima régulée, au moins un petit peu, il y a ce nouveau canal d'extraction brutale de la richesse créé par les travailleurs. Un nouveau moyen d'aller gaver le portefeuille des ultra-riches, ce sont ces fonds prédateurs. Et donc, voilà pourquoi j'ai mené cette commission d'enquête. Et dans tes travaux, tu expliques que tous les secteurs de la société sont concernés. Ça va de la crèche au magasin de bricolage La Paire, en passant par des clubs de foot, des maisons de retraite. Exactement. Par exemple, la maison de retraite Colisée, si vous avez vos parents, vos grands-parents là-bas, si vous avez vos gosses à People and Baby dans la crèche, c'est aussi un fonds d'investissement, un fonds prédateur. Si vous allez au magasin La Paire, c'est détenu par un fonds vautour. Beaucoup d'usines autour de chez vous, c'est déjà mangé par des fonds d'investissement. Quand vous regardez un match de foot, il y a des grandes chances que le club soit bouffé aussi, pillé par un fonds d'investissement. Pire que ça, quand vous allez chez le radiologue, l'ophtalmologue, quand vous allez chez le dentiste ou quand vous allez dans une clinique vétérinaire, il y a des très grandes chances que cette clinique, ou quand vous allez dans une clinique privée aussi, il y a une grande chance ou un gros risque que cette clinique, que le cabinet médical soit en fait déjà pillé et mangé, accaparé par un fonds prédateur. Ils viennent de bouffer aussi Forvia, c'est une énorme usine de construction automobile. Et là, ils ont bouffé, ils ont mangé Chemone il y a quelques années. Donc en 2021, ils arrivent, la boîte va bien, l'usine. C'est une usine vraiment leader mondial de la chimie, le leader de PVC et de la soude, d'accord, 1500 salariés. La dette était à 10 millions d'euros. Quand le fonds arrive, ça explose à 700 millions d'euros, la dette. On est passé de 10 à 700 millions d'euros. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une technique de prédation qui s'appelle le LBO et qui est hyper classique. C'est devenu le mantra de ces fonds d'investissement. En fait, aujourd'hui, une très grosse partie des boîtes reprises, maintenant, c'est sous forme de LBO. C'est quoi ce fameux LBO? Il faut que tout le monde comprenne. En fait, le fonds, il n'a pas lui-même l'argent. Il emprunte avec une énorme dette. Il emprunte pour pouvoir acheter la boîte. D'accord? Mais la dette, qui la paye? C'est la boîte qui la paye. C'est la boîte. Ah. Et donc, c'est comme ça que Chemone se retrouve de 10 à 700 millions d'euros de dette. Donc, c'est dingue. C'est-à-dire que le fonds achète pas avec son propre argent. Par contre, donc avec une dette, et ils font payer la dette à l'entreprise elle-même, donc aux salariés.
Parce qu'en vérité, la valeur de l'entreprise, elle est créée par qui? Par les salariés. Ouais. C'est eux qui font le travail. Et quel est le rôle de la Banque publique d'investissement là-dedans? Parce que tu as ciblé la BPI comme complice finalement, ainsi que le gouvernement, de ces fonds prédateurs. Est-ce que ces prêts qui sont accordés à ces fonds prédateurs, ils sont donnés avec la bénédiction de la BPI qui est censée remplir un rôle quand même différent pour l'économie? C'est pire que ça, c'est que la banque publique, c'est notre argent. D'ailleurs, Monsieur Dufourcq, son directeur, qui est là depuis 2013, nommé par François Hollande, soit dit en passant, c'est pour ça que je dis que la Hollandie est quand même bien responsable aussi de tout ça. Pas que la Macronie, enfin ça va un peu ensemble, Oui. par ailleurs Hollandie-Macronie, mais voilà, il faut se rendre compte que ce système commence sous François Hollande. Enfin, du moins se consolide sous François Hollande. Donc le directeur, Monsieur Dufourcq, nous dit lui-même, la BPI, c'est l'argent des Français, banque publique d'investissement. Eh ben, il faut se rendre compte que non seulement la BPI est complice de ces fonds prédateurs, mais la BPI est surtout une aide fondamentale de ces fonds prédateurs. Ils n'en seraient pas là, je pense, sans la BPI. Il faut savoir qu'une grande partie des moyens de la BPI, c'est-à-dire votre et notre argent, une grande partie de ces moyens-là, de l'argent des Français, sert à financer directement les fonds d'investissement. Et donc les taux de 1,7 rentabilité? milliard l'année dernière, D'accord. financé directement dans les fonds d'investissement par votre argent, notre argent, celui de la Banque publique d'investissement. Par exemple, les laboratoires d'analyse médicale Cerba, sachez que si vous allez vous faire une prise de sang, il y a des grandes chances que ce soit en fait un laboratoire Cerba. Bien, vous allez vous faire une prise de sang. Ça appartient aujourd'hui à un énorme fonds suédois qui s'appelle Equity. Et bien, Cerba est ultra endetté et risque de fermer. Donc ça voudrait dire des centaines et des centaines de labos qui ferment, de labos dans votre ville, votre village, quoi. C'est ultra endetté, pourquoi? Parce que le fonds Equity l'a obtenu par LBO, par une dette qu'ils ont ensuite fait payer à l'entreprise, à Cerba. Eh bien, Equity, le fonds suédois, a pu acquérir les laboratoires d'analyse médicale Cerba grâce à qui? Grâce à la banque publique. Parce qu'en fait, Equity, un des représentants d'Equity en audition nous a dit « Ah mais nous, on est venus parce qu'en plus, il y avait la banque publique qui a cofinancé avec nous, avec notre argent. » Donc, vous vous rendez compte que la prédation, le pillage des laboratoires d'analyse médicale Cerba, c'est grâce à la banque publique. Sachant que, qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qui pille quand c'est comme ça, le fonds suédois Equity? Il pille pas seulement la valeur créée par les travailleurs, il pille les cotisations sociales. C'est comment ils se font un max de thunes sur des labos d'analyse médicale? En profitant des remboursements par la Sécu sociale de tous nos... Ah, donc c'est un vaste détournement de fonds publics. Hein. Bien sûr. Donc en fait, les Français découvrent que quand ils versent des cotisations sociales, c'est aussi pour enrichir des fonds d'investissement. Est-ce que c'est ce même directeur de la BPI qui dit que quand les entreprises sont malades, il faut les abandonner? Exactement. Il dit d'ailleurs qu'elles ont des maladies auto-immunes. Voilà, c'est le chantre de la destruction créatrice. Il a dit ça une fois en audition de commission. Vive la destruction oui, c'est Schumpeter, c'est ça. Créatrice, exactement. Donc, en gros, il assume que la banque publique n'est pas là, il nous l'a dit, n'est pas là pour aider les entreprises en difficulté. Donc, même si c'est un énorme désastre industriel, même si ça va coûter des centaines de millions d'euros aux Français parce que le chômage, parce que les coûts des pollutions, parce que tout un bassin d'emploi dévasté, eh bien, la banque publique ne vient pas. Parce que c'est une entreprise en difficulté qui, du coup, doit dégager. Voilà, c'est ça, en fait, la philosophie. Et c'est un énorme problème parce qu'en vrai, en France, il n'y a pas d'instrument public pour aider les entreprises en difficulté, quand bien même notre souveraineté économique est en jeu. Il n'y a aucun fonds public. D'ailleurs, nous, on défend le fait qu'il y ait un pôle public bancaire avec un fonds public qui vient aider sur la base d'un plan, d'une planification, les entreprises dont on a besoin. Et aussi de conditionnaliser les aides publiques qui sont au nombre de 211 milliards d'euros par an, versés sans contrepartie aucune à des groupes qui licencient comme Stellantis. Et donc là, nous, on dirigerait toutes les aides publiques. Ce fonds public également. Alors le fonds, c'est pour rentrer dans le capital. D'accord ? Il y aurait vraiment un fonds dédié à ça, géré par une banque publique et tout ça. Bon. Mais par ailleurs, il y a aussi des aides, des aides directes, ça c'est encore autre chose, qu'il faut absolument conditionner suivant un plan
qui n'existe pas aujourd'hui et que nous construisons d'année en année et que nous retravaillons profondément pour 2027 et l'élection présidentielle. Si et quand Jean-Luc Mélenchon sera élu, nous savons comment faire. Nous avons un plan secteur par secteur, des plans productifs avec des objectifs, des besoins, des objectifs, des moyens alloués pour faire en sorte déjà de restaurer notre souveraineté économique. Alors, un an avant, Atos. Souveraineté numérique, ouais. C'est le pilier de la souveraineté numérique française, il n'y en a pas d'autre. Hein. C'était 120 000 salariés. En quelques années, c'est passé à 65 000. Hein. Alors que c'est aussi le programme militaire Scorpion, c'est aussi quand même des enjeux de souveraineté immenses. Exactement, mais surtout, alors il y a tout l'armée, tout ça. Hein, les centrales nucléaires, c'était eux qui faisaient ça aussi. Bon, maintenant ça a été vendu. Il y a toute la cybersécurité française, enfin une grande partie. Et surtout, il y a quoi? Il y a toutes nos données. Parce qu'en fait, Atos, c'est ma carte vitale, c'est le passeport.net, c'est ma santé.com, là, c'est impôt.gouv.fr et tout ça. Ça, c'est Atos. Tout ça est dans la main, donc, d'un fonds, de fonds étrangers. 30% du capital aujourd'hui, ce sont des fonds spéculatifs étrangers qui ont logé la plus grande partie des actifs dans une holding luxembourgeoise. Et donc, si Atos, par exemple, s'effondre, ils récupèrent tout. Y compris les données personnelles. Les actifs, exactement. Donc c'est terrible. Et on a été alerté notamment par les salariés. Vous savez que la plupart des salariés d'Atos, c'est des cadres, hein, des hauts cadres, qui nous ont alertés sur la catastrophe. Ça, c'est fin 2024, par exemple. Pour vous donner, rien que sur 1 an et demi, la catastrophe que c'est, tous nos joyaux, quelque part nos fleurons industriels quelque part nos piliers de la souveraineté qui ont été bradés à des fonds étrangers. Donc Bruno Le Maire assume parfaitement tout ce qui a été fait et le pantouflage, oui, il est très gêné puisque je lui ai dit, en vrai, il y a je ne sais combien de directeurs généraux de Bercy qui sont maintenant des responsables de fonds d'investissement, je ne sais combien de directeurs de cabinets ministériels, dont celui de Monsieur Darmanin, et je ne sais combien de ministres. Est-ce que tu as des noms emblématiques qui montrent ce pantouflage? Ouais, Monsieur Fillon, Madame Kosciusko-Morizet, Madame Fleur Pellerin. Alors j'en ai oublié, il y a Madame Florence Parly. Parly, ouais. Qui est un peu moins connue, mais des armées, oui. Des armées. Enfin voilà, j'en ai Monsieur Julien de Normandie. Voilà, j'en ai un petit paquet quand même de ministres macronistes. Et puis après, alors il y a quand même un truc assez phénoménal, c'est Bruno Bézard. Bruno Bézard, il est passé par toutes les directions de Bercy, il a fait DG Trésor, de toutes les directions les plus prestigieuses. Et bien Bruno Bézard est maintenant un des responsables du fonds franco-chinois KT Capital. Vous allez me dire pourquoi j'en parle. Parce que le fonds KT Capital, c'est le premier fonds financé par la Banque publique d'investissement. Et donc là, je me tourne vers Monsieur Dufour, je lui dis, mais est-ce que vous connaissez Bruno Bézard? Il me dit, ah, mais bien sûr, Bruno, enfin, mais oui, mais c'est moi qui lui ai dit d'aller dans le fonds d'investissement en question. Et puis après, on a cherché, on s'est rendu compte que dans le fonds KT Capital, non seulement il y a un ancien directeur général de Bercy, donc ce fonds, je rappelle, est le premier financé par votre argent, la Banque publique d'investissement. Donc il y a non seulement un ancien directeur général de Bercy, mais il y a le fils de Monsieur Dufour. Et il y a le fils de Monsieur Pouyanné. Voilà. Et là, vous saisissez tout le système. Ouais, la classe bourgeoise qui s'est réunie dans ce fonds. La République des copains. Ouais. Voilà. C'est vraiment ça. C'est un système. Et vous comprenez bien que ça pose problème parce que quand vous êtes directeur général de Bercy, vous dites j'ai quand même des chances de pouvoir finir dans un fonds d'investissement puisque c'est systémique. Hein. J'ai quand même des chances de finir dans un fonds d'investissement, donc peut-être qu'il faut qu'on soit pas trop méchant non plus avec les fonds d'investissement, surtout que je vais pouvoir y gagner. Faut savoir que les revenus sont en centaines de milliers d'euros par an et même en millions d'euros par an pour certains. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quelques minutes comment ça fonctionne et en quoi Pouyanné et ses sbires sont des professionnels de l'évasion fiscale? Alors c'est assez simple, c'est ce qui s'appelle les prix de transfert. Ce qui se passe, c'est que Total a des usines d'extraction, par exemple au Niger. D'accord? Ils ont ensuite une filiale de trading en Suisse. Et ils ont ensuite une raffinerie en France. Et ensuite, ils distribuent dans une station-service Total. Tout ça appartient à Total. Bien. Total a un intérêt, c'est que le maximum de bénéfices soit déclaré en Suisse, puisque c'est là où il y a quasiment pas d'impôts. Bon, comment c'est faisable? C'est simple.
Vous vendez à votre filiale suisse votre propre pétrole produit en Afrique à un prix relativement faible, d'accord? Et vous le revendez très cher aux raffineries françaises, qui vont le revendre cher aussi, à une station Total. Résultat, les raffineries, soi-disant, font quasiment pas de bénéfices, elles ont dû acheter cher le pétrole à la filiale de trading suisse, à la filiale Total de trading suisse. Donc ils font quasiment pas de bénéfices, mais c'est tout à fait artificiel. L'usine africaine, enfin la filiale africaine, pas tant que ça non plus. Là où ceux qui font le max de marge, c'est en Suisse. C'est en Suisse. Et voilà comment vous faites en sorte qu'il y ait zéro bénéfice, parfois certaines années déclarés en France, et que vous n'ayez pas d'impôt sur les sociétés. Il faut savoir que sur 14 années, Total n'a payé que 6 années l'impôt sur les sociétés. C'est quand même dingue. Et donc nous, on a une solution qu'on a d'ailleurs fait voter en Assemblée nationale, mais c'était dégagé par le 49.3 malheureusement, mais on l'a fait voter à la majorité. C'est une taxation universelle des multinationales. C'est-à-dire que si Total, et comme Total fait 25% du chiffre d'affaires en France, alors 25%, les impôts doivent être avec un équivalent, doivent correspondre à 25% des bénéfices de Total mondiaux. Je sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est un peu l'équivalent de l'impôt universel? C'est ça? C'est la même chose. Taxation, impôt universel. Ouais. C'est que, en fait, Total ne déclare qu'une toute petite partie de ses bénéfices en France du fait de l'évasion fiscale, mais en réalité, elle fait 25% de son chiffre d'affaires. Donc, on considère que c'est 25% de ses bénéfices mondiaux qui doivent être taxés en France. Et il y a aussi le sujet de la nationalisation qui a été posé par la France insoumise. Pourquoi? Parce que les raffineries, ça serait aussi un moyen de préparer la société de l'après-pétrole. Puisque Total, le problème, c'est qu'il nous rend captifs des hydrocarbures. C'est-à-dire qu'il ne fait rien pour qu'on passe à autre chose que le pétrole. Normal, il s'en met plein les poches grâce au pétrole. Donc là, le fait d'avoir Total, c'est-à-dire de rendre public Total, les raffineries, donc il y a 3 raffineries Total et 3 raffineries non Total. Le fait de les rendre publiques, ça permet d'enclencher des investissements absolument nécessaires dans l'après-pétrole. C'est déjà le cas dans la raffinerie de Grand Puy, du biokérosène, des biocarburants qui permettent de se projeter dans cet après-pétrole et surtout pour la prochaine crise, de nous rendre beaucoup moins dépendants de ce pétrole. Est-ce que tu peux nous dire les principales recommandations parmi les 40 que tu as formulées dans ton rapport? On a noté déjà la refonte de la BPI, t'en parlais tout à l'heure, mais il y a également le contrôle des investissements étrangers, par exemple. Exactement. Alors, donc je disais, une banque publique des besoins avec un fonds public, parce que ça permet quand même de désarmer l'argument. Il n'y a que les fonds prédateurs pour venir en aide aux industries en difficulté. Bien. Deuxièmement, en effet, un contrôle beaucoup plus drastique des investissements étrangers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Atos n'a pas fait l'objet d'un contrôle des investissements étrangers, puisque le champ n'est pas assez grand. D'accord? Mais surtout, ce que je dis, c'est que même un LBO, tout LBO, même avec un fonds français, tout LBO devrait faire l'objet d'une autorisation par Bercy. D'accord? Donc, et notamment, moi, je pense que des LBO sur la santé, ça ne devrait pas exister sur des entreprises de santé. Ouais, donc il y aurait des critères qui seraient établis pour refuser tel LBO. C'est ça, du moment qu'on pense que ça atteint les intérêts de la nation. Donc il faut vraiment renforcer ce contrôle des investissements étrangers, en étendre le champ pour que par exemple Atos, ça fasse l'objet d'un contrôle des investissements étrangers. Troisièmement, interdire les pratiques prédatrices. Par exemple, tout à l'heure j'ai parlé des OCAPSA. C'est un truc juste dément. C'est une pratique alors c'est un peu compliqué. C'est une pratique qui vise à la manipulation de marché. Qu'en fait, depuis la crise de 2008, comme les banques ont été un tout petit peu régulées, du coup il y a eu un report de la finance et des grandes fortunes vers ce shadow banking, vers cette finance qui est une finance Far West où il n'y a aucune règle. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de garde-fou. Et cette finance Far West, ce shadow banking, c'est maintenant plus de la moitié des actifs financiers mondiaux. C'est-à-dire que le monde de la banque est devenu has-been.
Maintenant, c'est cette finance Far West qui permet de dégager 15% de rentabilité pour les grandes fortunes. Et c'est 220 000 milliards d'actifs financiers dans le monde. C'est juste, enfin, on peut même pas se rendre compte de ce que c'est. Voilà. Et donc, c'est aujourd'hui vraiment une cible vraiment extrêmement importante pour nous. Et je veux dire ça, c'est qu'on en revient à nos fondamentaux. La finance contre la production, la finance contre la vie, c'est ça contre lequel on doit se battre. Et c'est le cœur même de la gauche. Celui qu'a abandonné François Hollande qui se disait l'ennemi de la finance. Aurélie, on arrive vers la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux spectateurs de l'Insoumission? Ah, je sais pas quoi dire. Si, Mélenchon 2027? Oui, alors si, je sais. Effectivement, il nous reste 10 mois pour gagner. On va gagner. Et vraiment, je crois que cette commission, enfin, faut comprendre que j'ai rencontré tellement de gens en immense détresse, qui ont mis tellement d'espoir en nous. Et on a une immense responsabilité, nous, militants de la France Insoumise, pour ceux qui nous écoutent et qui sont militants, on a une immense responsabilité. On doit gagner pour tous ces gens-là. J'en ai j'en ai une larme aux yeux, quoi. Enfin, je me dis, il y a quelques jours, on a voté la nationalisation d'ArcelorMittal, mais honnêtement, elle ne sera mise en œuvre que si nous arrivons au pouvoir. Et ça se joue là dans les mois à venir. Si on ne gagne pas, ArcelorMittal, c'est fini. Voilà. Et donc, c'est 15 000 emplois menacés.